Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Donc quelques mots d'introduction avant de présenter celles et ceux qui sont à mes côtés pour débattre avec vous ce soir. Dire d'abord que la santé est une des premières préoccupations des Français. Et donc en juin dernier, nous avons constitué un collectif citoyen, Décidons Orange, autour d'une plateforme collaborative sur le net pour faire exprimer les préoccupations des Orangeoises et des Orangeois dans la perspective d'élaborer un programme municipal. Donc ce collectif se fixait l'objectif de rassembler les sensibilités de gauche et écologistes et au-delà, à partir de contenus programmatiques et non pas pour se rallier derrière une personne ou derrière des étiquettes. C'était le moment où il y avait la forte mobilisation des personnels des urgences et donc en particulier aussi avec les urgentistes de l'hôpital d'Orange fortement mobilisés qui avaient mené de nombreuses actions sur la ville. Et donc, nous nous sommes rapidement rendus compte que la question de l'accès à des soins de proximité était posée sur la ville. 30 000 patients accueillis aux urgences de l'hôpital d'Orange et une estimation par les professionnels de santé qu'environ un tiers sont des personnes qui auraient dû relever de la médecine générale. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a nombreux sont celles et ceux qui, en l'absence de médecins traitants ou en l'absence de rendez-vous rapides, s'orientent vers les urgences. Nous nous sommes aussi rendus compte que de plus en plus d'Orangeois, pour avoir un médecin traitant, vont à Piolenc, à Caderousse, à Sérignan, à Sarian même, à Sorgues, Courthézon. Et donc, nous avons pris cette question à bras-le-corps. Et donc, nous avons créé un collectif santé avec des personnes qui se sont engagées depuis sur la liste Décidons Orange solidaire et écologique. Et nous avons travaillé à cette question pour finalement arriver... ça a été les premières propositions que nous avons portées dès le mois d'octobre, bien avant que nous décidions de la concrétisation de la liste pour se présenter devant les électeurs. En octobre, nous parlions donc, nous avions fait une conférence de presse dans cette salle et nous disions que par rapport au manque de médecins sur la ville, nous proposions la création d'un centre de santé. Dans le cadre d'un plan local de santé, nous y reviendrons dans le débat, mais aussi avec la volonté de créer les conditions de pouvoir accueillir des médecins dans des cabinets libéraux. Nous avions initié une pétition qui faisait exprimer les gens à partir de est-ce qu'ils ont un médecin traitant ou est-ce qu'ils n'en ont point, est-ce qu'ils l'ont sur la ville ou est-ce qu'ils l'ont sur Orange, et est-ce qu'ils se prononcent pour la création de centres de santé. À ce jour, on a environ presque 900 signatures. C'est considérable pour une ville comme Orange, pour celles et ceux qui sont fait un peu de la chose publique. Et chaque fois que nous proposons la signature de cette pétition, il y a chaque fois une réaction assez passionnée où on voit bien qu'on a touché là où ça fait mal. Et effectivement, c'est bien sur cette question qu'il faut effectivement porter le débat lors de ces élections municipales. Alors, nous sommes très satisfaits, la liste Décidons Orange solidaire écologique, d'avoir imposé dans le débat local cette question. Effectivement, il y a eu les initiatives de presse qu'on a pu prendre dès le mois d'octobre. Il y a eu également 2 conseils municipaux où j'ai soulevé la question du centre de santé et je remercie la presse d'avoir bien relayé les prises de position à caractère médiatique, en fait, puisque c'est par ces interventions-là qu'on s'est rendu compte que nous avions le maire de la ville qui était dans le déni,
continuait à crier après le numerus clausus, mais qui disait qu'il y avait 52 médecins sur la ville et 22 qui relevaient de la médecine de ville, et que les 14 médecins très généralistes qu'on avait pointés, ils nous traitaient de menteurs. Sauf que dans la réalité, il y a bien 14 médecins qui exercent en tant que généralistes sur Orange. Il y en avait 30 il y a 25 ans. Et il y a des villes où on a tiré la sonnette d'alarme bien avant d'arriver à un chiffre aussi bas. Parce qu'aujourd'hui, on a un médecin pour 2000 Orangeois. Et si on n'y prend pas garde, vu l'âge de certains médecins, bientôt on aura un médecin pour 4000. Alors que la moyenne nationale, c'est un médecin pour 1000. Alors voilà, donc les listes en présence se positionnent. Pour la plupart, elles ne sont pas favorables à un centre de santé, mais le débat est ouvert. Et donc, nous allons expliquer pourquoi nous considérons que cette proposition est la proposition la plus pertinente dans le débat du moment, par rapport aux besoins à satisfaire aujourd'hui, les évolutions sociétales, la façon dont les médecins veulent travailler aujourd'hui. Donc voilà, donc, cette introduction étant faite, je voulais présenter donc à mes côtés, donc, sur ma droite, Régine Pellegrin, qui est conseillère municipale et qui est donc partie prenante de la liste Décidons Orange Solidaire et Écologique, et qui est également aussi présidente de l'association pour un centre de santé à Orange, puisque cette association vise à ce qu'on travaille le projet pour être très efficace, parce qu'en fait, on est vraiment dans la perspective de gagner ces élections. Et donc, en fait, on veut aller vite. On veut pouvoir répondre de manière urgente aux préoccupations premières des Orangeois. À ma droite, mais plus rapproché, Pierre Jouvet, qui est président de l'intercommunalité de Saint-Vallier, Drôme-Ardèche, je ne me rappelle plus, porte de Drôme-Ardèche, qui donc, dans cette intercommunalité, il y a un centre de santé intercommunal qui va voir le jour, et donc il va nous expliquer un petit peu de quelle façon ils ont porté le projet. À mon extrême gauche, Annie Mazet, qui est conseillère municipale d'opposition à la ville de Montélimar. Montélimar, où c'est l'opposition qui, dans un premier temps, a porté ce projet. Et finalement, donc, en octobre dernier, c'est sous la proposition du maire UDI de la ville qu'à l'unanimité a été adoptée la création du centre de santé. Je précise qu'il y a bien plus de médecins à Montélimar au moment où ils ont pris la décision. Donc ensuite, Michel Limousin, qui représente la Fédération des centres de santé, qui est médecin également, qui a une longue expérience des centres de santé, et qui donc nous amènera tous les éléments dont nous avons les uns et les autres besoin pour pouvoir se faire une opinion objective. Et également aussi, à mes côtés, donc Michel Antony, qui est également aussi candidat sur la liste Décidons Orange Solidaire et Écologique, et qui également aussi est très actif dans le collectif santé que nous avons créé pour travailler à l'élaboration d'un certain nombre de propositions par rapport aux études que nous avons pu mener et dont nous avons vous parler aujourd'hui. Michel qui va jouer le rôle de modérateur, et donc à qui je laisse immédiatement la parole. Merci, bonjour à tous. Donc je vous présente très rapidement la soirée qui va se passer en deux parties. Dans la première partie, on va essayer de savoir ce que c'est qu'un centre de santé. On va remercier Michel Limousin de nous faire part de son expérience et de nous expliquer un peu les bases, bien comprendre tout le fonctionnement, le financement, à quoi ça correspond. Il va nous le dire avec une très large expérience. Et puis donc, on verra les deux expériences assez proches chez nous, qui sont en cours, quels ont été les arguments, comment ça s'est passé, éventuellement les problèmes. Il y aura un premier tour de discussion. Il faut absolument qu'on ait, après leurs interventions, bien compris à quoi ça correspondait, comment ça se finançait et quel type de médecine on y faisait. Et puis on partira dans la deuxième partie avec Régine. On vous restituera la parole des Orangeois qui a été récupérée et on vous présentera notre projet santé qu'on va proposer au cours de ces élections. Donc je laisse la parole à Michel Limousin. Je te laisse te présenter. Et puis, en gros, on voudrait que tu nous donnes trois réponses. La première, c'est comment les jeunes médecins envisagent la médecine actuellement. Je crois que c'est très important de comprendre que ce n'est pas la même manière que les médecins qui ont actuellement 55, 60, 65 ans ou qui partent à la retraite, c'est autre chose. Donc je crois qu'il faut que tu nous le dises avec ta large expérience. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'un centre de santé, on va dire municipal. On va se placer dans un centre de santé municipal.
et en particulier, qu'est-ce qu'il oppose à des maisons de santé pluridisciplinaires dont on entend parler, libérales. Et la troisième, c'est que tu nous choisisses quelques exemples très pratiques qui pourraient nous éclairer, nous dire comment ça fonctionne. Merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Merci à Fabienne en particulier et à Michel et au docteur Michel Antony. Je suis un vieux routier des centres de santé. Les centres de santé, ça existe depuis longtemps, ce n'est pas une invention nouvelle. La fin 1895 pour le premier. Mais ça a un regain d'intérêt dans la période que nous vivons actuellement du fait des difficultés d'accès aux soins. En fait, les centres de santé ont toujours essayé de répondre à cette question de l'accès aux soins, que ce soit après la Première Guerre mondiale, où il y a eu une vague de création, après la Seconde Guerre mondiale aussi, où beaucoup de centres ont été créés en région parisienne, aussi dans la région de Marseille, et puis maintenant, dans la crise nouvelle telle que nous la connaissons. Alors oui, les questions de santé font irruption dans les campagnes électorales municipales. C'est nouveau. Je suis sûr que vous n'en parliez pas il y a 6 ans, et encore plus sûr que vous n'en parliez pas il y a 12 ans. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une préoccupation majeure des citoyens, des habitants. C'est où trouver un médecin, comment trouver un médecin, qui va s'occuper de moi, parce qu'il y a une crise démographique de la profession médicale, mais aussi des professions infirmières et autres, pas seulement les médecins. Et donc l'accès aux soins, les difficultés ont un double aspect. Il y a un aspect financier, parce qu'actuellement, les honoraires libres sont de plus en plus importants, diffusés, et trouver un gynécologue qui va respecter les tarifs ou un ophtalmo, ça devient difficile, et ça pose un problème pour les familles, pour les gens modestes. Là, il y a une étude qui vient de sortir la semaine dernière du ministère, et qui montre, par exemple, pour la région parisienne, 44% des gens disent avoir renoncé à des soins pour des raisons diverses, mais renoncement aux soins. Or, la région parisienne, c'est quand même la région finalement la plus riche de France. Et c'est partout, ça touche beaucoup de populations. Je suis sûr que ça touche aussi la population d'Orange. Et puis, il y a la question démographique, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ont instauré un numerus clausus sur les professions de santé, en particulier les médecins, et avec l'idée que quand il y a trop de médecins, il y a trop de malades, puisque, comme vous le savez, c'est les médecins qui font des malades. Et donc, si on veut réduire les dépenses d'assurance maladie, eh bien, diminuons le nombre de médecins. Au début des années 70, on fabriquait 10 000 12 000 médecins par an. On est descendu à 3 500 médecins au plus bas, puis on a remonté doucement, et actuellement, on fabrique 8 000, 8 500 médecins par an, ce qui est notoirement insuffisant. Le Conseil de l'Europe, qui est quand même pas une bande de gauchistes, dit il faut, pour un pays comme la France, il faudrait au moins 12 000 médecins par an en fabrication pour maintenir le service, je ne dirais même pas pour le développer. Or, il y a des possibilités de développer les systèmes de santé. Et voilà. Les gouvernements successifs ont tous continué cette politique. Et sous la pression, ils ont augmenté un peu les médecins en formation, passé de 3 500 à 8 500, mais ça reste quand même très, très en dessous. Alors, on a supprimé le numerus clausus, c'est bien, qui est le robinet qui ferme l'entrée aux études de médecine. Mais comme on n'a pas augmenté les moyens pour les facultés de médecine de former plus de médecins, eh bien, les doyens ont décidé de ne pas former plus de médecins. Donc, on est bien avancé et nous n'avançons pas dans... Or, le ministère de la Santé disait encore il y a 6 mois, bon, en gros, à partir de 2025, ça va s'améliorer. Il n'en est... Malheureusement, ce n'est pas le cas. La DRES, qui est
direction du ministère de la Santé qui s'occupe des études statistiques, nous a dit lors du congrès du mois d'octobre des centres de santé, il n'y aura pas d'amélioration de la situation avant 2040. Donc on est devant un mur qui se rapproche, parce que actuellement la moyenne des médecins généralistes a plus de 55 ans. Alors dans un premier temps, on a vu le nombre de médecins baisser parce qu'on ne fabriquait pas de jeunes médecins, mais ce qui est donc la situation. Mais maintenant, on est dans la période où les anciens s'en vont, les baby boomers là. Hein. Et donc les gens de ma génération, à vrai dire, Michel Antony est beaucoup plus jeune, donc il va encore travailler. Mais or les médecins, ils allongent leur durée de travail. Vous en avez beaucoup qui travaillent encore 65, 70 ans et plus. Par exemple, on vient d'autoriser les médecins hospitaliers à travailler jusqu'à 72 et même au-delà. Donc ça va commencer à devenir inquiétant. Moi, je veux bien qu'on vous fasse une intervention chirurgicale avec un chirurgien qui a 75 ans, mais c'est peut-être pas les meilleures choses à faire. Donc on est dans une crise qui va s'accentuer et qui touche tous les territoires. Orange, puisqu'on y est, mais partout. Là, il y a 2 semaines, j'étais invité à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans les Hauts-de-Seine. C'est une ville bourgeoise. Je vous jure, ils ont de l'argent. Bon, ils ont aussi leurs pauvres, hein, il y en a partout. Mais, eh bien, ils ont un taux de médecins qui est de 69% de ce que sont les besoins actuels. Et donc, et alors se constitue une liste au municipal qui prend en charge cette question et qui va la développer. Moi, j'étais surpris que dans cette ville aussi, voilà. Donc l'ensemble, aussi bien la région parisienne, Paris, que les zones rurales, les zones qui ont perdu les services publics que vous connaissez, puisqu'au fond la médecine c'est quand même un service public, on est dans cette situation-là. Ajouter à cette situation la crise des hôpitaux, hein, on a parlé de la crise des urgences, trouver une place pour un malade dans un lit alors qu'on supprime des tas de lits. Je ne parle pas de la psychiatrie, je ne parle pas aussi de la situation sanitaire dans les EHPAD, par exemple, vous savez, les maisons de retraite. Vraiment, la situation est difficile. Alors, que faire face à cette situation et comment s'organiser? Alors, il y a un phénomène nouveau, le docteur Antony l'a signalé, c'est le comportement des jeunes médecins. Il faut que vous sachiez que la profession s'est féminisée. Actuellement, il y a 61% des reçus au concours ou en première année qui sont des femmes. Et puis, les mentalités aussi des médecins hommes ont évolué et sous l'influence, je dirais, de l'ère du temps, donc je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus travailler 50, 60, 70 heures, comme je l'ai fait dans ma génération et comme d'autres l'ont fait. Ils veulent travailler 35 heures. Bon, si on les embauche à 35, ils en font quand même 45, c'est pour ça que mais il ne faut pas leur dire. Mais ils veulent des conditions de vie normales. Les femmes veulent avoir des congés de maternité payés. Elles veulent s'occuper de leurs enfants, les hommes aussi, plus qu'avant. Donc bravo, on les félicite. Mais on est dans... Et donc, ils n'ont plus envie de s'installer en libéral, parce que pour exercer en médecine libérale, compte tenu de l'organisation du système, etc., on ne peut pas travailler 35 heures. Il faut travailler au moins 50 heures. Donc, ils ne s'installent plus, ils ne rachètent plus les clientèles, et ils ne veulent pas non plus aller dans des territoires qui sont désertifiés, parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi... si vous avez des enfants, vous voulez qu'ils aillent à l'école. Et bien, si l'école a fermé dans le village, voilà. Et autre point, mais ça peut paraître un détail, mais ça a son importance. Les médecins, femmes ou hommes, quand ils se marient, ils ont un conjoint ou une conjointe qui travaille. Et c'est plus la personne qui tient la porte du cabinet, comme autrefois, c'est quelqu'un qui a un vrai métier et qui va peut-être changer d'affectation parce qu'il est ingénieur et que, ou elle est
ingénieur et que l'usine va l'envoyer ailleurs, etc. Et donc, il se déplace. Le médecin qui s'installe quelque part et qui va y rester pendant 30 ans, 40 ans, et qui va connaître tout le monde, etc., ça va disparaître. Et donc, il y a les populations se déplacent. Donc, la médecine libérale n'offre plus, je crois qu'on est à 10-11% des jeunes médecins qui s'installent en libéral seulement, et elle n'est plus à même de répondre aux besoins. D'ailleurs, vous le constatez vous-même, vous courez pour trouver un médecin. D'autres solutions ont été envisagées, on a proposé des tas de trucs, je ne vais pas vous développer trop longtemps, mais qui ne marchent pas. Or, il y a un mode d'exercice qui intéresse les nouvelles générations de médecins, qui est l'exercice salarié en centre de santé. Donc, je vais vous définir rapidement, en quelques mots, ce qu'est un centre de santé. Un centre de santé, c'est une structure qui relève d'abord du service public. Service public, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, c'est fait pour tout le monde, et ça a des objectifs de santé publique. C'est pas que gagner sa vie, c'est quelque chose de plus large. Et un service public, c'est pas forcément, on connaît tous, je sais pas, la mairie, le service d'état civil, l'hôpital public, ça c'est des services publics, mais il y a d'autres formes de services publics, je sais pas, EDF c'est un service public, et c'est un système, bon, vous connaissez, etc. Donc les centres de santé sont dans cette perspective de service public. En particulier, en tout cas c'est ce qu'on devrait attendre des services publics, il y a l'idée d'une gestion démocratique. Si c'est au service du public, il faut que le public puisse intervenir dans la gestion. Alors ça pose la question de qui est propriétaire de quoi. Mais lorsque un centre de santé est créé par une collectivité territoriale, cette collectivité territoriale, elle est au moins issue d'un vote démocratique, républicain, qui fait qu'on choisit telle liste, tel candidat, etc. Et on peut dire son mot en tant que citoyen. On peut intervenir, on peut voter, on peut aussi adhérer, proposer. Et puis, si on n'est pas content du fonctionnement, eh bien, on le dit aux élus et on peut s'exprimer. Et on n'est pas dans une situation où on doit subir. Et les centres de santé, par nature, ont cette vocation à avoir un caractère démocratique. Alors, ils ne sont pas forcément communaux, départementaux ou régionaux, ils peuvent être aussi associatifs, mais les associations sont des organisations à caractère démocratique, ça peut être des mutuelles, etc. Mais tout ça, c'est dirigé par des gens qui sont élus et qui ne sont pas propriétaires. Parmi les points que la loi prévoit, puisque c'est un système qui est prévu dans le Code de santé publique, ils ont l'obligation de pratiquer le tiers payant. C'est extrêmement important parce que ça nous ramène à la question de l'accès aux soins et du renoncement pour raisons financières. Imaginez une famille avec une maman qui travaille, qui est femme de ménage à mi-temps, et puis le père, il a 1300 € de salaire. Ils ont 3 enfants en bas âge. Et vous savez que les gamins, quand ils ont la rhino, eh ben, ils l'ont tous. Ou quand ils ont la diarrhée, c'est la période où il y a des diarrhées, le gastro-entérologue va confirmer, eh ben, ils ont tous. Et à ce moment-là, ça fait combien de consultations à payer? Combien de médicaments? Combien d'examens? Comment ils vont avancer l'argent? Donc, le fait de pratiquer le tiers payant, c'est-à-dire que le centre de santé se fait payer par l'assurance maladie directement, ça ne sort pas de l'argent de la poche des patients, des familles, eh bien c'est précieux. Et puis, si les gens sont pris en charge par l'aide médicale gratuite ou bien ont une mutuelle et qu'il y a un accord entre la mutuelle et le centre de santé, ils n'ont rien à débourser. Et pratiquement, on s'aperçoit que 80 à 90% des dépenses engagées par le centre de santé sont en pratique de tiers payant.
Deuxième aspect, les centres de santé ont l'obligation de respecter les tarifs conventionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépassement possible. C'est interdit par la loi. Donc l'affaire est réglée. Quand vous allez chez l'ophtalmo du centre de santé, vous savez qu'il ne va pas vous piquer 60 € de consultation, et il va prendre les tarifs normaux, et en plus, ce n'est pas vous qui aurez avancé. Donc ça facilite l'accès aux soins. Il y a d'autres aspects auxquels on ne pense pas toujours, mais qui sont importants. Il y a la question de la permanence des soins. Permanence des soins, ça veut dire que ce n'est pas parce que le médecin a fini son temps de travail que le centre de santé va fermer. Il y a un autre médecin qui va travailler. Et du matin au soir, et on peut décider qu'on est également ouvert le samedi, ou au moins le samedi matin. Et puis maintenant, les nouvelles conditions de la législation prévoient que les médecins aussi peuvent, qui travaillent dans ces centres de santé, peuvent participer aux gardes de nuit. Donc voilà. Autre particularité, c'est qu'à partir du moment où les médecins sont salariés et pas payés à l'acte, ils sont dans une ambiance de coopération. Ils ne sont pas là pour se tirer la bourre, hein, on peut utiliser cette expression un peu vulgaire, mais ils sont là pour travailler autour du malade et coopérer. Et moi, je n'imagine pas la médecine, vous non plus, j'imagine, où on est l'objet de concurrence entre les professionnels. Faire de la concurrence pour vendre des biscuits, des chaussettes ou je sais pas quoi, parce qu'on vend à Orange, à Montélimar on vend du nougat, donc ok, pas de problème. Mais pour les soins, non, il vaut mieux une coopération, et en plus c'est le plus efficace et le plus le plus économe, de ne pas multiplier les examens, etc. Donc on s'intègre dans un réseau. Et un réseau qui est assez large, c'est-à-dire pas seulement un réseau de soins, mais aussi un réseau de prévention. Et on travaille avec l'hôpital, on travaille avec les médecins de la PMI, avec les médecins de la médecine scolaire, s'il y en a encore, cherchez-les, etc. Donc c'est une médecine intéressante. Or, les jeunes médecins, ils sont formés à l'hôpital et ils sont habitués à travailler en équipe. On les forme en équipe, et quand on les lâche dans la médecine libérale, bien souvent, ils sont dans l'exercice solitaire. Enfin, bon, j'ai dit deux mots du salariat. Moi, je pense que libérer le professionnel du paiement à l'acte est un progrès, parce que il n'y a pas besoin de faire revenir les gens. Enfin, il n'y a pas de raison financière, il n'y a pas d'intérêt à cela. Et c'est le mode de paiement des personnels. Juste une question qui ressort beaucoup dans les échanges médiatiques, c'est qu'on a l'impression qu'on va payer les salariés, mais qu'il n'y aura pas de rentrée. Hein, on dit ça va coûter tant à la collectivité, comme si ça ne rapportait rien. Tu peux nous expliquer, le patient il arrive avec sa carte vitale, il la donne à la secrétaire. Enfin voilà, ouais. C'est comme dans le cabinet. Voilà, enfin, ça il faut le dire parce que dans les échanges dans les journaux, c'est à fond perdu, quoi. On paye des médecins à fond perdu. Voilà. Alors, il faut bien que ça soit ancré. Voilà, c'est simple. Les tarifs sont les mêmes que dans le libéral, sauf qu'il n'y a pas le dépassement. Quand le médecin généraliste fait une consultation, le centre va encaisser 25 €. Avec ça, il va payer le salaire, les charges sociales et l'ensemble de la structure. Et si on gère bien, parce que je veux dire, n'importe quelle structure, si elle est mal gérée, ça se passe pas bien. Mais si c'est bien géré, les recettes s'équilibrent avec les dépenses. Ça se travaille. Vous me demandiez de citer un exemple. Bergerac, par exemple. Bergerac, c'est 30 000 habitants, quelque chose comme ça. Pareil qu'Orange. Ils ont créé, parce qu'on accompagne beaucoup de centres de santé qui se créent, et donc ils ont utilisé les méthodes qu'on a proposées, c'est-à-dire de démarrer progressivement. On ne commence pas par embaucher 10 médecins, hein, on en embauche 2, on embauche 1 ou 2 infirmières, un secrétariat, et puis voilà. Au bout de 6 mois, ils sont à l'équilibre, ils sont même légèrement en bénéfice. Donc la ville ne perd pas d'argent.
Elle a éventuellement investi pour repeindre des locaux proposés, mais elle reste propriétaire des locaux. Si elle veut fermer le centre de santé demain, elle est propriétaire de ce qu'elle a créé. Elle n'a pas perdu d'argent. Donc voilà, c'est... alors, il y a un deuxième type de ressources, mais je ne vais pas développer longuement, qui sont des financements assurés par l'assurance maladie en fonction de critères d'efficacité. D'ailleurs, les médecins libéraux sont éligibles aussi à ces critères. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas comme seule recette l'acte, mais par exemple, s'ils ont des bons taux de vaccination, etc., donc ils reçoivent des sommes. Par exemple, le centre de santé de Malakoff, dont j'ai été directeur, que je me suis renseigné, eh bien, ils ont 450 000 € de recettes cette année sur ce qu'on appelle les ROSP, c'est-à-dire des financements qui viennent en complément des actes. Mais il y a aussi un troisième type de financement qui est intéressant, c'est qu'on peut mener, à côté des actions de soins qu'on mène dans un centre de santé, mener des actions de promotion de la santé, des actions de santé publique. Parce que il ne suffit pas de soigner les gens quand ils sont malades, faut-il encore essayer de prévenir l'arrivée de pathologies. Je vais vous donner un exemple. L'obésité devient une épidémie chez les enfants actuellement. Je ne sais pas trop à Orange, mais en région parisienne, il y a une épidémie d'obésité. Pour lutter contre ça, ce n'est pas des médicaments, ce n'est pas de la consultation individuelle, c'est éduquer les parents à faire des repas corrects, une cuisine correcte, adaptée, etc. Il y a tout un travail en direction des cantines scolaires pour améliorer. Et voilà, c'est ce qu'on appelle des actions de santé publique. Et dans chaque territoire, on pointe quelles sont les actions qu'il faut mener. Par exemple, si on a une population adolescente avec des problèmes sur la sexualité ou sur certaines addictions, on va mener des actions. Si on a une population de personnes âgées, on peut prioritairement... Voilà. Et ça, c'est finançable par des financements d'État qui viennent par l'ARS. Enfin, lorsqu'on crée un centre de santé, on peut également obtenir des financements, des aides publiques de l'État via l'ARS. Il faut se bagarrer parfois. Et puis, pour obtenir, mais on peut obtenir, par exemple, en Île-de-France, eh bien, la région a commencé par donner 50 000 € par poste de médecin. Ben, avec 50 000 €, on a largement de quoi créer l'infrastructure. Voilà. Donc, ça se travaille et les choses s'élargissent. Juste un mot sur le rôle nouveau sur lequel je veux attirer votre attention des départements et des régions. Dans l'ensemble, on va dire les forces conservatrices, je vais être gentil, ne poussaient pas à la création pour des tas de raisons idéologiques. Et puis, devant les difficultés, ils se sont mis à changer de position. On a vu des villes de droite se mettre à créer des centres de santé, parfois sous la pression, hein, un peu comme à Montélimar, mais aussi parce que, à force d'être au contact des gens, des problèmes des gens et de leur expression, ils évoluent. Et on a vu, par exemple, le Conseil général de Saône-et-Loire, devant la désertification médicale du département, eh bien, alors que c'est un président de droite, décider de soutenir et de créer des centres de santé. Ils ont créé en début 2018 5 centres de santé avec 35 antennes. Une antenne, c'est un local qui est ouvert un jour ou deux par semaine en complément. Voilà. Et ils ont embauché 35 médecins. D'autres départements ont suivi. Et maintenant, des régions. Il y a 3 semaines à peu près, la région Centre, Val-de-Loire, vous voyez où c'est une région tenue par les conservateurs, on va dire, la droite. Ils ont décidé, pour aider à la création de centres de santé, parce que ça freinait dans les communes, ils ont décidé d'embaucher 150 médecins et de financer
Voilà. Alors, j'y viens. J'y viens. Donc, la situation, elle est en train de changer et vous pouvez solliciter, alors vous verrez bien s'ils vous donnent des financements pour la création, mais vous accompagnez, mais il y a des ressources possibles auprès des conseils généraux, enfin des conseils départementaux, ça s'appelle, et des conseils régionaux, et de l'agence régionale de la santé. Vous voyez, donc tout ça se travaille. Alors, et je vais terminer là-dessus. La question des maisons médicales de santé. C'est une création, c'est une idée récente. Quand je dis récent, 10 ans, on va dire, ça a commencé. Très soutenu par les pouvoirs publics. Ce sont un certain nombre de médecins libéraux, d'ailleurs en général des gens assez engagés, militants du progrès social, hein, qui se sont regroupés pour créer des structures où ils vont travailler en équipe et essayer de collaborer. Mais selon les principes de la médecine libérale, c'est-à-dire je suis propriétaire de mes locaux, je suis propriétaire de ma clientèle, je fais ce que je veux, je m'organise comme je veux, et point barre, c'est moi le patron, mais j'ai besoin pour ça de financement public. Donc, je m'installerai dans une maison de santé si on me donne des locaux, ou qu'on me les loue pas cher, ou qu'on me paye le secrétariat. Enfin, il y a toute une variante. Et ils ont reçu pas mal d'argent des pouvoirs publics, parce que le gouvernement, à la fois Sarkozy et François Hollande, hein, c'est les deux derniers présidents, ont décidé que l'État allait mettre de l'argent là-dessus. Et puis finalement, ils sont en difficulté parce que les maisons qui ont été créées sont souvent été créées par des médecins âgés qui prennent leur retraite et qui ne trouvent pas de successeurs parce que les jeunes médecins, je vous l'ai dit, ne veulent pas exercer dans un cadre libéral. Et se pose alors la question au fond de la démocratie et du contrôle de l'argent public. Personnellement, moi je fais partie des gens qui pensent qu'on ne doit pas donner d'argent public sans contrôle public. Voilà. Si on met de l'argent public dans une action, c'est pour servir le public. C'est pas pour servir les professionnels. Les professionnels, bien sûr, il faut qu'ils soient payés. On ne discute pas de ça. Mais on est dans cette situation de crise et certaines communes se sont aventurées à ouvrir des maisons de santé alors qu'ils n'avaient pas de médecins et qui restent. Par exemple, je suis allé récemment dans les Ardennes, dans une commune. Le maire a fait une magnifique maison de santé dans un bâtiment administratif et elle est vide. Voilà. Alors, il a eu l'intelligence de mettre ça dans le même bâtiment que l'administration, donc il va se débrouiller. J'arrête, c'est ça. Et voilà pourquoi nous préférons la création d'un réseau public territorial de centres de santé adapté aux besoins, où on va pratiquer la médecine que vous attendez, c'est-à-dire, au fond, ce que j'appelle, moi, la médecine de famille, c'est-à-dire on choisit son médecin, le médecin, il l'exerce comme il l'entend, il n'est pas c'est pas le gestionnaire du centre qui tient la plume pour rédiger l'ordonnance, il fait ce qu'il pense devoir faire pour son malade, et il fait ce travail bien, et s'il le fait pas bien, eh ben, il a un chef de service qui peut lui dire que c'est pas bien, mais on est, voilà, et on peut être dans la continuité et s'occuper des gens, voilà. Alors il faut recruter. Tu réponds, tu as porté un argument pour une des propositions d'une liste qui est avec nous, enfin qui est partenaire, qui est là, qui disait on va offrir des locaux et on va offrir le secrétariat, ça fera venir des médecins. Je crois que la réponse, tu nous l'as donnée. Hein. On va y revenir dans le débat. On va peut-être demander à Annie Mazet, qu'on remercie d'être là. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de Bergerac. C'est pour donner des références. Bergerac, quand ils ont ouvert leur projet, il y avait 23 médecins pour 29 000 habitants. Orange, c'est 14 médecins pour 29 000 habitants. Vous allez nous parler de Montélimar.
nous dire la situation de Montélimar quand vous avez envisagé le projet et comment vous avez pu convaincre finalement des gens qui peut-être idéologiquement étaient contre. On vous laisse nous expliquer tout ça. Oui, bonsoir. D'abord, je tiens à vous remercier, l'ensemble du collectif. Je suis voisine, à Montélimar, c'est tout à fait à côté. C'est le pays du... Le Parisien nous a dit déjà, donc vous voyez, c'est bien situé. Donc, je suis très heureuse de vous partager ma petite expérience. D'ailleurs, je dirais, si bien le fruit d'un collectif, de toute une équipe de citoyens, d'élus et d'associations montillennes. Alors, oui, avant de vous présenter notre situation à Montélimar, il faut dire qu'il y a une évolution au niveau des mentalités. Et ça, à juste titre. Effectivement, il y a un besoin, il y a eu sur Montélimar une prise de conscience pour un besoin majoritaire d'aller trouver des solutions pour se faire soigner. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi votre cas, l'impossibilité de trouver un médecin généraliste. L'impossibilité pour des personnes âgées d'avoir une visite assez rapidement, ne serait-ce que dans la semaine, d'avoir vraiment un problème d'accès à la santé. Et lorsque, contrairement à ce que tu disais, Michel, nous, on s'est posé la question il y a 6 ans, c'est-à-dire aux dernières élections municipales. Parce qu'on avait fait des réunions comme on fait là ce soir, et ce problème récurrent nous était posé. Donc on a pris cette question à bras-le-corps, et donc c'est très bien que vous puissiez le faire là ce soir, parce qu'on s'est dit, avec le temps, avec le non-remplacement des médecins qui partent en retraite ou qui vont ailleurs, parce que c'est aussi leur choix, tout à fait d'accord, comme tu disais, beaucoup de médecins, ils n'ont plus envie de travailler 45 heures d'affilée. Ils ont besoin, ils aspirent, comme chacun de nous tous, je pense, à avoir un équilibre familial et personnel. Donc, on a été mis devant le fait accompli sur Montélimar en disant, mais effectivement, on a une pénurie de médecins généralistes. Quelles sont les possibilités? Quelles sont les solutions? Donc, on s'est renseigné. On est allé voir, d'un premier temps, les médecins généralistes et on leur a posé la question. Et très fortement, ils nous ont renvoyé ceci en nous disant « Oui, on est d'accord pour la création d'un centre de santé ». Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je voudrais d'abord commencer par remercier Régine et Fabienne, vous dire que Régine, elle est quand même très très mobilisée sur le sujet, puisqu'elle m'a invité à cette réunion avant même que la réunion puisse être imaginée, puisqu'on s'est rencontrés cet été à La Rochelle, pour tout vous dire, aux universités d'été du Parti socialiste, puisqu'en plus de mes casquettes d'élus locaux, je suis également porte-parole du Parti socialiste. Et à cette occasion, j'animais un atelier et une table ronde sur la politique de santé en France. Et elle est tout de suite venue me voir pour me parler de votre projet de centre de santé à Orange. Et j'ai trouvé l'initiative exceptionnelle. Et je suis très heureux d'être à vos côtés. Très heureux, Fabienne, d'être à tes côtés pour te soutenir dans cette élection municipale, parce que c'est quand même une élection municipale, dans une ville, pour tout vous dire, et en toute transparence, qui m'est chère, puisque ma grand-mère est née ici, mon père est né ici, que ma grand-mère est d'ailleurs enterrée au cimetière à Orange, et que pendant de très nombreuses années, on avait une maison de famille dans laquelle je venais passer Noël, et je suis venu passer Noël pendant plus de 20 ans, et ça me fait très plaisir de venir à Orange. Et ça me fera encore plus plaisir de revenir à Orange quand vous aurez enfin, le 22 mars au soir, battu Jacques Bompard. Alors, je voudrais simplement ce soir vous donner déjà comme éclairage une première chose et vous dire simplement que faire un centre de santé, et ça a été très bien dit juste avant moi, comme faire une politique publique quelle qu'elle soit, c'est d'abord une histoire de choix politiques. Ce sont des choix politiques. Vous êtes ici, dans une ville qui a des moyens financiers. Et quand on entend les élus, et c'est quand même la spécialité du maire sortant,
on a toujours l'impression qu'il y a un certain nombre d'élus qui se sont fait des spécialistes du « c'est pas ma faute, je n'y peux rien, vous comprenez, c'est l'État, c'est comme ça ». Bien ça, c'est politique de résignation. C'est trop facile, et deuxièmement, ça crée des villes et ça crée des difficultés dans nos villes et dans nos villages qui sont catastrophiques pour remonter la pente derrière. Parce que moi, je me suis quand même un petit peu penché, comme je suis élu local et que j'aime bien les finances publiques, je me suis quand même un peu penché avant de venir sur la situation budgétaire de la ville d'Orange. Parce que si on venait ici dans une ville qui était surendettée, où il n'y avait plus de budget, pas de marge de manœuvre financière, on pourrait dire, écoutez, peut-être que monsieur le maire est raisonnable et qu'il ne peut pas avoir les moyens de créer un centre de santé. Quand je vois que le taux d'endettement est de 29 000 euros, c'est-à-dire 1 euro par habitant, 29 000 euros, c'est zéro. Ça n'existe pas. Un taux d'endettement, ça n'existe pas. 1 euro par habitant d'endettement, quand la moyenne des mêmes strates, de même taille de commune, c'est 962 euros par habitant. Voyez les capacités financières qu'il y a donc dans les caisses de la ville d'Orange. Et donc, voyez, au regard de ce qui a été dit, et moi je vous parlerai du projet de centre de santé intercommunal que j'ai créé, le coût que ça a fait et ce que ça pèse dans un budget de type communal à Orange, vous verrez à quel point c'est ridicule. Deuxième petit chiffre, et après j'arrête avec les chiffres, un fonds de roulement, c'est-à-dire grosso modo, pour vous le faire simple, l'argent de côté de la mairie, de 24 millions d'euros. 24 millions d'euros qui sont immobilisés et qui ne sont pas investis. Eh bien ça, c'est un choix politique. C'est un choix politique de faire croire aux Orangeoises et aux Orangeois qu'on ne peut rien faire, mis à part mettre quelques fleurs, parce que je ne connais plus suffisamment la ville, mais je suppose que c'est ça, mettre des fleurs, mettre des jolies décorations de Noël, faire des spectacles et des animations de rue pour faire de la politique en petites paillettes et ne pas aller dans le fond des sujets. Et la politique de santé, j'y viens tout de suite, est quand même le fond du sujet et un fond de problématique. Ça a été dit avant moi, notamment par Michel Antony, la question de la santé est aujourd'hui la première préoccupation des Français. Ça fait quelques années qu'on sent que le sujet est en train de monter, d'exploser, mais c'est devenu aujourd'hui une priorité majeure. Il n'y a pas une personne dans la salle, je suppose, en tout cas de toutes les réunions publiques que j'ai faites sur les politiques santé, quelle que soit la ville où on m'invite. Alors, comme on ne m'invite pas dans les villes où il y a un très gros taux de médecins généralistes, par exemple à Deauville, à Nice ou à Biarritz, je n'ai pas l'occasion de tester ça dans la salle, mais il n'y a pas une ville où on ne me dit pas « mon médecin part à la retraite » ou « mon médecin va partir à la retraite, je ne sais pas par qui il va être remplacé ». Mon médecin est parti à la retraite, je n'arrive plus à trouver un médecin généraliste qui veuille m'accepter. Et on se retrouve dans une situation où, après les fermetures de services publics, et on en a parlé juste avant, eh bien c'est le deuxième ou le troisième effet de déclassement et de disparition dans un certain nombre de territoires, on n'arrive plus à se soigner. Et quand on n'arrive plus à se soigner dans une ville, quand on n'arrive plus à se soigner dans un territoire, c'est toute l'attractivité du territoire qui en pâtit. Mais à l'inverse d'une fermeture d'entreprise qui va par exemple fermer, mettre la clé sous la porte et licencier 200 ou 300 personnes, et on le voit tout de suite, la politique médicale, quand elle disparaît sur un territoire, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus insidieux, sauf que les résultats et la réalité, c'est qu'au bout de 10, 15 ou 20 ans, c'est-à-dire quand les élus en place ne sont plus là, généralement, eh bien les dégâts sont considérables et pour remonter la pente, c'est encore plus complexe et encore plus compliqué. Et nous, c'est au regard de cette analyse-là que dans notre territoire, qui est un territoire rural et périurbain à la fois, on mélange un peu deux caractéristiques, on a pris le sujet de la santé vraiment comme prioritaire depuis le début de notre mandat. Moi, j'ai été élu président de cette communauté de communes Porte de Dromardèche en 2014. Et dès 2014, on en a fait une priorité politique pour une raison simple. J'ai demandé un diagnostic de territoire santé à l'Agence régionale de santé à Lyon pour voir si ce que je sentais un peu au pif et ce que les uns et les autres me disaient était vrai. Un médecin généraliste pour 1400 habitants dans ma communauté de communes. Voilà. 33 médecins généralistes pour 48 000 habitants. C'est aujourd'hui le nombre de médecins généralistes. Et on s'aperçoit d'une chose, et ça a été dit aussi avant moi, c'est que dans les 5 à 10 ans à venir, 70% de ces 33 médecins généralistes vont partir à la retraite. Donc,
on avait aussi, parce que, et vous l'avez dit, les politiques avaient été déployées comme ça, des maisons de santé qui sont en place, mais des maisons de santé qui, aujourd'hui, en fait, sont des murs, où on a des médecins, quand ils partent, qui ne sont malheureusement pas remplacés ou difficilement remplacés, et où, en fait, les maisons de santé, on les gère maintenant comme on gère des projets immobiliers, et donc il fallait essayer d'inventer quelque chose. Et ce quelque chose, c'était de se dire, eh bien, on doit créer un centre de santé intercommunal, on doit être la première collectivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes d'intercommunalité à créer un centre de santé, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'exercice de la médecine a changé et que les jeunes médecins généralistes, je n'y reviens pas, veulent aussi pouvoir exercer différemment la pratique médicale. Et donc, alors là, vous l'avez pour l'instant en projet, puisque le bâtiment est en construction et que le centre de santé va ouvrir ses portes en septembre 2020. L'objectif, il était d'identifier déjà, dans un premier temps, un lieu, parce que nous, on est une communauté de communes, 35 communes, 48 000 habitants, donc il fallait trouver un site qui soit le plus adéquat possible. Donc on a mis le centre de santé dans la commune de Saint-Rambert-d'Albon, qui a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est la plus grande commune en termes de taille et de nombre d'habitants, 6 500 habitants. Et la deuxième chose, c'est que c'est surtout la commune avec le moins de médecins généralistes par habitant et surtout la commune avec le taux de pauvreté le plus élevé de la communauté de communes. Et moi, je voulais répondre à ce que vous avez dit aussi avant, c'était de faire de la santé un véritable service public, où on ne puisse pas refuser des personnes, des femmes et des hommes qui veulent se soigner sous prétexte de ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Donc le choix a été fait d'installer ce centre de santé à Saint-Rambert-d'Albon, avec comme objectif, au final, d'avoir 5 médecins généralistes à l'intérieur, 3 infirmiers ou infirmières, un psychologue, une sage-femme, pour permettre aussi d'amener de la diversification. On va commencer d'abord là, on a recruté 2 premiers médecins généralistes, parce qu'on va monter aussi en puissance pour voir comment les choses se font. Mais comme, et je rentre tout de suite après dans le financement pour vous donner les clés de lecture de ce que je vous disais en préambule, mais comme on est un territoire qui est quand même relativement grand, 30 km pour aller d'est en ouest du territoire, donc moi je ne veux pas non plus que tous les habitants de ma communauté de communes fassent 30 bornes avec leur voiture pour aller se soigner dans le centre de santé, parce que sinon ça ne fonctionne pas non plus. On a pris l'exemple, et ma vice-présidente, j'ai une vice-présidente en charge de la politique santé qui ne fait que ça et qui a fait un tour de France pour voir les bonnes pratiques, essayer de comprendre comment on pouvait faire ça au mieux. On s'est inspiré de l'exemple de la Saône-et-Loire, où on regarde pour installer des antennes du centre de santé qu'on va déployer dans les années à venir, des antennes du centre de santé dans différents points du territoire pour qu'on ait au moins dans les 10 à 15 ans à venir comme objectif d'avoir un médecin, 2 médecins ou 3 médecins à moins de 10 km de chaque maison. Ça, c'est un objectif politique que j'ai fixé et que je veux maintenir parce que c'est extrêmement important en termes de maillage du territoire. Alors, ce centre de santé intercommunal, combien il nous coûte ? Entrons dans le vif du sujet. Il nous coûte 1,6 million d'euros pour la construction de ce bâtiment que vous voyez, puisque nous, on part de zéro. On a un terrain qui est dans un quartier prioritaire. Il va être installé, ce centre de santé, en plein cœur d'un quartier politique de la ville, classé prioritaire politique de la ville. On construit un bâtiment neuf, 1,6 million d'euros. Comment est-ce que c'est financé ? Eh bien, c'est financé à 60% par nos partenaires. 200 000 euros par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Autant vous dire que quand on est allé voir Laurent Wauquiez, qui n'est pas le plus grand des progressistes qu'on ait connu dans ce pays, il a quand même fallu le convaincre un peu pendant quelques minutes que c'était un bon projet, etc. Mais comme il est quand même relativement un peu, Annie, tu me permettras cette parenthèse, politicien comme Franck Régnier, il a quand même compris que politiquement, il avait aussi intérêt à investir là-dessus. C'est pour ça qu'il nous a aussi attribué cette somme. 300 000 euros par le département de la Drôme et 460 000 euros de subvention de l'État et de l'ARS. Parce qu'en parallèle de ce centre de santé, on n'a pas fait ça de manière isolée. On a construit aussi ce qui s'appelle un CLS, un contrat local de santé, qui est un document un peu administratif et un peu barbare, je vous le fais court, mais qui donne les grands objectifs politiques
de l'organisation des soins dans notre territoire. Comment est-ce qu'on articule médecine de ville et hôpital? Comment est-ce qu'on articule le lien entre les urgences, par exemple, dans la ville dans laquelle je suis élu à Saint-Vallier, on a un hôpital et un service d'urgence. Comment est-ce qu'on articule l'arrivée de ces futurs médecins généralistes qui seront pour la plupart des jeunes diplômés? Comment est-ce qu'ils pourront aussi exercer de temps en temps à l'hôpital et aux urgences pour compléter parfois le manque de médecins urgentistes qu'on peut avoir? Parce que nous, on avait été aussi frappés par ça, où l'hôpital de Saint-Vallier, ses urgences ont dû fermer la nuit par manque de médecins urgentistes, et donc ils ont réduit les plages horaires pour éviter de fermer les urgences tout court. Donc on a construit ce contrat local de santé en partenariat avec l'Agence régionale de santé, parce qu'aujourd'hui, les agences régionales de santé, moi je sens une ouverture d'esprit que je n'avais pas il y a 6 ans quand je discutais avec les premiers délégués directeurs généraux d'ARS, parce qu'aujourd'hui, ils s'aperçoivent que le problème, il est partout, et que ce problème, il faut le prendre à bras-le-corps, parce qu'on a eu il y a 1 an la crise des Gilets jaunes, et une des revendications aussi de la crise des Gilets jaunes, il ne faut pas l'oublier, c'était l'éloignement des services publics, c'était la désertification médicale. Et donc, les uns et les autres commencent aussi à prendre, pas suffisamment, parce que je crois qu'il y a des mesures, notamment en termes de coercition d'installation des médecins sur le territoire national, qui devraient être prises et qui ne le sont pas, et je le regrette. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est faite. Donc, 1,6 million, financé à 60%. Sur ce financement à 60%, c'est sur la politique d'investissement. Sur ce qui est du fonctionnement, et on a vu d'ailleurs avec la Fédération des centres de santé, et ça a été dit juste avant moi, mais je vous le redis aussi d'un mot, ce qu'on nous dit grosso modo, c'est que sur la première année, on peut s'attendre à un déficit maximum de 100 000 euros. Eh bien moi, ce déficit maximum de 100 000 euros, sur un budget de fonctionnement de la communauté de communes que je préside, qui fait 80 millions d'euros, je le prends. Vous savez combien c'est le déficit annuel pour une piscine, par exemple? On est très loin des 100 000 euros. Pour une piscine moyenne, on est sur un déficit annuel à peu près en frais de fonctionnement de 500, 600 ou 700 000 euros. Donc à un moment donné, si on n'est pas capable en tant qu'élu de faire, et c'est pour ça que chez vous elle a été fermée bien sûr, si on n'est pas capable de faire des choix qui vont dans ce sens-là, sachant que d'ailleurs, il y a des exemples qui montrent que parfois, au bout de 6 mois, ça s'équilibre et qu'on arrive même à devoir monter en puissance. Eh bien, nous, on a misé sur le budget et sur la préparation budgétaire avec mon vice-président aux finances, on l'a fait comme ça. 100 000 euros de déficit sur la première année, 50 000 euros la deuxième, et on s'est mis comme objectif d'arriver à l'équilibre au bout de 3 ans. Eh bien, en tout cas, si en termes de fonctionnement, ça nous aura coûté 150 000 euros de déficit, mais que dans 3 ans, on aura des médecins généralistes qui se seront installés dans ce centre de santé, qu'on aura un système qui fonctionne, je pense qu'on pourra être fiers collectivement de cette réussite. Et enfin, je termine d'un mot. Pourquoi je crois énormément au centre de santé et pourquoi vous avez raison de prendre ce sujet à bras-le-corps? Parce que ça a été dit aussi en propos introductifs. Les carrières, quels que soient les métiers que nous faisons les uns et les autres, les carrières ont changé. On ne reste plus et on ne restera plus tel qu'on l'a pu le connaître, le vieux médecin de campagne qui arrive dans la campagne qu'il ne connaissait pas forcément à 30 ans et qui y restera jusqu'à la fin de ses jours. On a des mouvements, on a des façons d'exercer qui sont différentes. Et moi, ce que je crois, c'est que les jeunes médecins, par exemple nous, qui vont arriver chez nous, parce qu'on a beaucoup travaillé avec le syndicat national des internes, parce que c'est des projets qui les intéressent beaucoup. Donc on pense qu'on va arriver à avoir un équilibre entre des médecins un peu plus âgés et des jeunes médecins tout fraîchement diplômés. Mais moi, les jeunes médecins diplômés et les jeunes internes, parce qu'on est allé les voir, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais bien sûr, toutes les collectivités nous sautent dessus, mais rendez-vous compte, on vient de finir nos études et il faudrait qu'on aille se jeter dans un village, dans une ville où on ne connaît rien ni personne, ouvrir un cabinet médical, monter une structure administrative, prendre un risque personnel, alors qu'en fait, on sort juste de nos études et qu'on a toute notre vie à construire. Eh bien, moi, je suis persuadé qu'à travers ces centres de santé, ce que ça va permettre, c'est de répondre aussi à la désertification médicale. Parce que quand un médecin il viendra s'installer, aussi bien il fera comme dans une pépinière d'entreprise, il restera 4 ou 5 ans dans le centre de santé, et ensuite il ira ouvrir son cabinet libéral. Et si on arrive à irriguer comme ça les territoires, moi je crois qu'on peut répondre à cette crise aujourd'hui de la présence médicale sur notre territoire. Et en tout cas, moi je vous soutiens vraiment dans votre projet et bravo pour ce que vous faites. Alors, on avait prévu une séance de questions-réponses. Ce qu'on vous propose, c'est de présenter notre projet local, maintenant avec ce qu'on a entendu sur le plan national, et puis après on laissera un peu le débat s'il y a des questions. Enfin, je pense que peut-être Régine, on te laisse nous restituer la parole des Orangeois.
Ok. Alors, je vais essayer d'être assez rapide. Mais néanmoins, moi aussi, je voulais vous remercier d'être tous présents ici ce soir, parce que ça nous réconforte très fort et en plus, c'est assez passionnant. Donc, j'espère que vous passez un bon moment. Donc, merci aussi donc, au docteur Limousin, à Pierre, à Annie Mazet, qui nous ont fait l'honneur donc, de leur participation, pour partager donc, avec vous leur expertise. Parce que c'est de ça dont il s'agit dans cette réunion. Voilà, je reviens sur une petite diapo, je continue, excusez-moi. Bien sûr, je remercie aussi Fabienne Alaoui et Michel Antony. Je les remercie au titre suivant, c'est parce qu'ils sont, pour l'une, vice-présidente de l'association et pour l'autre, secrétaire de l'association que nous avons créée et que je représente donc en tant que présidente. Notre trésorière Neima Jassin est avec vous dans le public et nous avons également Eric qui est présent, qui est vice-secrétaire, et Adolphe, qui est notre vice-trésorier. Donc nous sommes des hommes et des femmes qui nous sommes rencontrés dans le cadre d'un collectif citoyen qui s'appelle bien sûr Décidons Orange, et vous en avez déjà entendu parler. Ce collectif, il est investi donc dans la vie locale et municipale sur les questions de santé, et il a donc décidé, compte tenu de rencontres que nous avons faites sur le terrain et des besoins que nous avons évalués, nous avons donc décidé de créer cette association qui est dénommée Association citoyenne pour un centre de santé à Orange, c'est-à-dire l'ACPCSO. Son objectif est bien de soutenir et d'accompagner le projet que nous allons vous présenter maintenant. Mais encore, son objectif, c'est d'œuvrer à la création donc, de ce centre de santé municipal afin de compléter le déficit et le dispositif qui existe actuellement sur Orange, parce qu'il y a des cabinets médicaux. Bien sûr, il y a une offre, mais elle est insuffisante. Elle est notamment insuffisante sur la partie qui est au-dessus de l'Arc de Triomphe. Mais je laisserai ça à Michel le soin de le développer. Cette association donc, a été officialisée en préfecture le 3 décembre 2019. Nous avons fait notre assemblée générale constitutive le 5 octobre 2019. Très rapidement, sur Orange, nous comptons un médecin pour 2000 habitants. On est beaucoup loin des chiffres qui ont déjà été présentés. C'est pour vous souligner qu'on est vraiment dans un cas de déficit assez remarquable et qu'il est fort dommageable que depuis plusieurs années, au niveau de la municipalité qui est actuellement majoritaire, rien n'ait été pensé pour pallier à cette situation. Donc un médecin pour 2000 habitants, soit 14 médecins pour un peu moins de 30 000 Orangeois. Depuis que nous avons œuvré pour faire reconnaître ce centre de santé, nous avons recueilli sur le terrain entre 500 et 600 pétitions signées. Le reste a été récolté sur le site internet, ce qui a fait dire à Fabienne tout à l'heure qu'actuellement, nous sommes actuellement à 900 pétitions qui sont venues compléter le dossier que nous allons présenter incessamment sous peu à l'ARS, puisque nous avons déjà été consulter cet organisme à Avignon le 24 décembre, très exactement à 14h. Voilà. Donc nous sommes porte-parole de la population que nous rencontrons très régulièrement à la sortie des écoles, sur le marché, et qui très régulièrement, quelle que soit son origine politique ou qu'elle n'en ait pas, nous rejoint sur ce sujet-là et nous montre à quel point le besoin de soins sur Orange reste un élément de préoccupation principale. Merci. La santé n'est pas une compétence obligatoire d'une commune.
Mais par contre, la commune a la possibilité d'intervenir et de porter des politiques de santé. Il y a de nombreuses villes où il y a des plans locaux de santé. Également aussi, dans le cadre de la politique de la ville, il y a eu en 2019 donc une circulaire ministérielle qui invitait les communes à réviser les objectifs des contrats de ville. Et donc sur Orange, nous avons 3 quartiers qui sont éligibles à la politique de la ville, le quartier Latour, le quartier de l'Aigle et le quartier de Fourchevieille. Et donc à ce titre-là, il y avait 4 grands volets qui concernent la politique de la ville. Et dans le cadre du volet solidarité, il y avait la nécessité d'intégrer des actions pour lutter contre les déserts médicaux, pour une politique de proximité d'accès aux soins, et donc pour faire face et pour mettre en place des plans locaux de santé. Je suis intervenue le 8 novembre au conseil municipal pour dire qu'en fait, parce que c'est ce jour-là qui a été à l'ordre du jour la révision des objectifs du contrat de ville, et donc ce jour-là, Jacques Bompard nous a rajouté des objectifs qui n'étaient pas dans le contrat de ville et dans les objectifs ministériels, ou entre autres, par exemple, la lutte contre la radicalisation. Mais par contre, il a complètement supprimé les alinéas qui concernaient des initiatives pour lutter contre le manque de médecins, pour faciliter la médecine de proximité et les plans locaux de santé. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, dans le cadre de la politique de la ville, l'État peut financer toute une série de projets qui vont dans le sens des propositions que l'on porte, mais Jacques Bompard, volontairement, a décidé que ces objectifs ne seraient pas portés à la ville d'Orange. Donc ça, c'est important aussi de le signaler. Parce qu'en fait, dans le même temps, il nous dit que ce qu'on veut faire, ça va coûter de l'argent, mais en même temps, il s'interdit de toucher l'argent qui pourrait financer les projets. Voilà. Donc voilà, c'est important de le signaler, parce qu'en fait, dans les derniers jours qui ont précédé cette réunion, beaucoup a été dit sur le centre de santé, sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, je ne sais pas, à part qu'on se mette à manger les enfants, je me demande, parce qu'on est accusé de beaucoup de choses. Hein. On est accusé de mettre en cause les médecins libéraux, alors qu'en fait, on veut travailler en complémentarité avec eux. On ne cherche pas à prendre la place des médecins libéraux, mais simplement pallier à un déficit. Parce qu'en fait, si on crée un centre de santé avec 3 médecins, vous imaginez qu'on va simplement pallier dans un premier temps au départ de ceux qui vont partir à la retraite. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une première étape dans la construction de quelque chose d'un peu plus important. Mais voilà, on est dans une situation d'urgence.